présenter... Je commence. Bonjour, vous êtes en salle 1 et donc on va vous présenter maintenant ce qui se fait en termes de recherche-expérimentation, enfin une partie en tout cas de ce qui concerne la recherche-expérimentation en lien avec le changement climatique pour les cultures pérennes, donc viticulture et arboriculture. Donc vous allez avoir deux séquences. Premièrement, une séquence arboriculture présentée par Baptiste Labeyrie du CTIFL. Et ensuite, on enchaînera sur la viticulture avec Bertrand Châtelet de l'IFV. Donc, je laisse maintenant la parole et le diaporama à Baptiste Labeyrie. Oui. Alors, bonjour à tous. Ouais, c'est bon. Okay. Donc oui, je suis Baptiste Labeyrie, donc je travaille au CTIFL et je suis basé à la station régionale CEFRA dans la Drôme. Donc, je travaille sur l'arboriculture, en particulier sur la gestion de l'eau et le changement climatique. Et je vais vous présenter donc une espèce de panorama des actions de recherche en arboriculture et les différents voies d'adaptation et leviers d'adaptation qu'on peut mobiliser en recherche et qu'on souhaite développer derrière pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, juste, bon, ça a été beaucoup déjà évoqué ce matin dans les premières présentations sur quels sont en fait les effets du changement climatique sur le secteur agricole. Juste un focus sur le secteur arboricole. Le changement climatique, il bouleverse un petit peu un certain nombre de paramètres, notamment au niveau de la température, avec des augmentations de température, ce qui peut créer des coups de chaleur en été, des épisodes de canicule qui sont problématiques. Mais c'est globalement la haute température qui peut poser aussi problème parce que on a des besoins sur les cultures fruitières, sur les arbres fruitiers, on a des besoins en froid à couvrir avec l'augmentation des températures, c'est le graphique qui est en haut au milieu. Voilà, les besoins en froid sont de moins en moins couverts avec l'augmentation des températures, ce qui peut créer des désordres physiologiques, des problèmes d'induction florale, des problèmes de tenue de bourgeons et de fruits. Voilà pour un exemple. Après, je ne vais pas dresser l'ensemble du panorama des problématiques qu'on peut rencontrer, mais c'est pour avoir une idée un peu complète quand même de la situation. On a évidemment, avec le changement climatique, des gros problèmes aussi au niveau de la gestion de l'eau, de la gestion de la ressource et des problèmes de bilan hydrique. Donc là, en bas à gauche, je vous ai mis un graphique qui est issu des données d'IRIAS de Météo France qui montre qu'on va vers des régimes de précipitation avec moins de précipitations en été en France à l'avenir. Alors, c'est peut-être un peu moins contrasté sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça peut se discuter, mais c'est quand même une préoccupation assez importante. Et en fait, on voit déjà des effets sur la gestion de la ressource. Ça, c'est le graphique qui est en haut à droite. On voit le débit du Rhône on a déjà en fait des données qui nous montrent que le débit du Rhône a diminué depuis quelques années. Et on prévoit aussi qu'il va continuer de diminuer avec notamment la fonte des glaciers. Donc voilà, on a vraiment une perturbation assez importante de beaucoup de paramètres en lien avec la montée des températures, mais aussi en lien avec la gestion de l'eau et le bilan hydrique. Donc, diapositive suivante, s'il te plaît. Donc oui, aujourd'hui, quels sont les leviers, les voies d'adaptation au changement climatique en arbo? Bon, j'ai essayé de regrouper en 4 grands volets. Après, c'est un découpage que j'ai pu faire, mais on peut voir les choses différemment. Mais pour moi, voilà, il y a 4 grands volets. Le premier, c'est le matériel végétal, qui est un peu incontournable. Avoir des variétés, des porte-greffes qui sont plus résistants, par exemple, à la sécheresse, c'est un peu incontournable. On s'oriente aussi de plus en plus, on va en reparler tout à l'heure, vers des nouvelles cultures plus adaptées à ce changement climatique. Les espèces méditerranéennes, par exemple. Le volet irrigation est très important, évidemment, parce qu'on a beaucoup de vergers qui sont irrigués. Voilà, donc mieux piloter l'irrigation, mieux détecter les stress hydriques, c'est une voie claire d'adaptation à ce changement. On a tout le compartiment sol aussi qui est à mobiliser, avec la possibilité de favoriser la matière organique et de couvrir notamment les rangs qui sont souvent désherbés en arboriculture, de manière à mieux retenir l'eau dans le sol. Et puis un dernier volet qui est jouer sur le microclimat de la parcelle aussi, de manière à abriter les cultures, faire de l'ombrage, de manière aussi à pouvoir mieux préserver l'eau dans la parcelle. Donc vous voyez, c'est quand même surtout la question de l'eau qui est abordée ici, qui est vraiment la problématique majeure face à ce changement climatique. Donc diapositive suivante. Vous faire en fait le tour des actions de recherche de manière exhaustive, ça aurait été impossible. Là, c'est plus vous montrer quelques dynamiques qui sont en cours ou voilà, qui vont se développer dans les années futures. Sur le matériel végétal, en fait, ça fait de très nombreuses années que ce levier-là est travaillé au niveau de la région, sur l'ensemble des cultures fruitières. Le problème du matériel végétal, c'est que quand on travaille les différentes variétés, les différents porte-greffes pour voir s'ils sont plus adaptés,
On ne travaille pas que sur le volet changement climatique, on travaille aussi sur le côté production, évidemment, sur le côté qualité de production, quantité de production. On travaille aussi beaucoup sur les maladies ravageurs, sur les tolérances qu'il peut y avoir. Donc, c'est vraiment un volet qui est difficile à travailler, mais depuis quelques temps, quand même, on a beaucoup mis l'accent sur le volet, enfin, sur l'aspect changement climatique. Évaluer des nouvelles variétés qui seraient plus adaptées à nos conditions, plus adaptées à des conditions futures. Et on va de plus en plus vers la diversification aussi. On teste des nouvelles espèces fruitières qui seraient plus adaptées. Bon, la grande difficulté, c'est que même si on a mis en place certaines actions, notamment dans Pépite, dans le programme régional d'expérimentation, ça reste des actions qui ne sont pas faciles à faire financer en termes de recherche parce qu'on est sur des temps très très longs en termes de culture pérenne. Et voilà, ce n'est pas forcément évident. Mais en tout cas, la dynamique est là et c'est vraiment un levier, un point incontournable à travailler pour s'adapter au changement climatique. Je ne pouvais pas faire une présentation sans parler du projet Denver, donc que j'ai la chance ou l'honneur de mener au niveau du CTIFL avec la CEFRA, donc sur l'étude de dendromètres en verger pour mieux gérer l'irrigation et la ressource en eau face au réchauffement climatique. Donc là, on est vraiment dans une thématique de pilotage d'irrigation et de détection de stress hydrique. Je ne rentre pas dans le détail de ce qu'est la dendrométrie, simplement vous expliquer que c'est vraiment un outil de mesure de très haute précision pour mesurer en fait les micro-variations des branches, des charpentières ou des troncs des arbres. Et en fait, on arrive à détecter les phénomènes de contraction et décontraction qui sont liés à du stockage et déstockage de l'eau dans les tissus de l'arbre et qui sont du coup un indicateur très, très pertinent de l'état de stress, notamment hydrique de l'arbre. Et donc avec ces capteurs-là, on arrive à piloter de manière beaucoup plus précise l'irrigation. Ce n'est pas un outil qui est forcément nouveau, mais ce n'est pas un outil qui a été développé. Et là, avec ce projet, on essaie justement de le développer de manière à pouvoir progresser et s'améliorer dans les pratiques d'irrigation. Un projet d'EPIT avec tous les partenaires qui sont indiqués là sur la droite de la diapo, la Seigneurat, le verger de Poisy, l'Ardèche. Donc on travaille sur fruits noyaux, pêchés, pommes, châtaignes et sur la noix. Un autre projet qui était aussi incontournable d'évoquer, pareil sur le même appel à projet Pépite Eau, donc 2021-2023, un projet qui est mené par les collègues de la station Seigneurat, qui mobilise différents partenaires, qui sont le Râteau, la Chambre de l'Ardèche et Sicarex Beaujolais, sur des méthodes de diagnostic du stress hydrique pour la sélection du matériel végétal économe en eau. Bon, je ne rentrerai pas forcément dans le détail parce que ce n'est pas un projet que moi je connais bien, mais voilà, j'ai quand même voulu le citer. Il mobilise en fait deux grands volets, hein, c'est à la fois le levier matériel végétal et le levier détection des stress hydriques, donc avec des différentes actions sur des méthodes de diagnostic de l'état hydrique, avec des suivis visuels, avec des comparaisons de variétés par exemple, des portographes aussi. Et puis des mesures de potentiel hydrique avec chambre à pression et spectroscopie. Je crois qu'il y a quelques collègues Seigneurat qui sont connectés. Si jamais il y a des questions, je pense qu'ils pourront aussi bien y répondre. Et voilà, un projet comme le projet Denver, donc un projet engagé en 2021-2023 sur l'adaptation plutôt à travers le volet eau au niveau du changement climatique. Diapositive suivante. Un autre projet que je vais évoquer, pareil, assez rapidement, parce que ça prendrait beaucoup de temps à bien l'expliquer, c'est le projet qui a été mis en place sur la plateforme TAB, donc sur la ferme expérimentale d'Étoile-sur-Rhône. Donc la plateforme TAB, pour ceux qui ne connaissent pas, donc techniques alternatives et biologiques, un dispositif d'expérimentation, démonstration de techniques alternatives et de systèmes de culture innovants. Et sur ce dispositif-là, on a mis en place l'année dernière 2 systèmes agroforestiers diversifiés en arboriculture fruitière. Donc les 2 systèmes sont en fait des assemblages de cultures fruitières et de bandes assolées et de plantes aromatiques. L'idée un peu la même sur les 2 systèmes, c'est de créer un microclimat favorable qui réduit le TP et la demande en eau, qui limite l'incidence des fortes chaleurs, donc avec des haies tout autour, et puis des effets d'abrité par rapport au vent, et puis des effets d'ombrage sur les cultures assolées, même sur les cultures fruitières aussi. Et voilà, donc ces 2 systèmes, il y a 2 systèmes pour 2 objectifs. En fait, le premier à gauche, optimisation, avec plutôt du pêcher de l'amandier en fruitier. On va chercher à réduire de 30% l'irrigation par rapport à un système pêché classique. Et sur le système de droite, on est allé encore plus loin dans les objectifs avec de la restriction. On va essayer d'atteindre moins de 1000 m3 d'irrigation par hectare par an, donc ce qui est très ambitieux par rapport à des pratiques classiques. Donc on est plutôt sur l'abricotier diversifié avec des grenadiers, d'oliviers, des pistachiers. Voilà. Et dans l'ensemble de ces 2 systèmes, on espère créer un microclimat favorable. On va aussi mettre en place la dendrométrie, je pense, au niveau de l'irrigation, pour mettre un peu toutes les chances de notre côté pour arriver à avoir un système très performant au niveau de la gestion de l'eau. Voilà pour en quelques mots sur le sujet de la table. Donc ça s'était mené dans le cadre du projet Arbrisseau. Et toujours un peu dans l'idée du volet abrité, ombré,
Un petit mot quand même sur l'agrivoltaïque, c'est une dynamique qui se développe beaucoup ces derniers temps. On a mis en place à la CEFRA un dispositif de démonstration agrivoltaïque là, qui est en cours d'installation sur pêcher abricotier et un petit peu de cerisier. Et donc voilà, c'est une dynamique, c'est un sujet qui est très intéressant au niveau de l'arboriculture. Sur le papier, hein, les panneaux, donc on arrive à conduire, on est censé arriver à conduire des arbres fruitiers en même temps que ces dispositifs de panneaux photovoltaïques qui sont mobiles, de manière à toujours favoriser la culture. Et donc, en théorie, on est capable, avec cet ombrage créé par les panneaux, de diminuer le besoin aussi en eau, et donc de faire des économies d'eau d'irrigation. Donc voilà, beaucoup de questions se posent sur ce type de système, notamment sur la capacité à produire des cultures qui sont en dessous, sur les capacités d'adaptation, sur la dynamique aussi des maladies ravageurs qu'on peut avoir sur ces panneaux, etc. Donc c'est très intéressant, mais c'est une dynamique donc à développer. Et j'avance toujours un peu assez vite. Le compartiment sol, on n'a pas de projet, enfin, je n'ai pas un projet spécifique sur le sol à évoquer. C'est plus l'idée que cet aspect-là, il n'est pas oublié, hein, favoriser la matière organique dans le sol, couvrir le sol sur le rang, c'est des choses qu'on a pu expérimenter et qu'on continue d'expérimenter. Pas forcément sur la thématique changement climatique au départ. Couvrir le sol, ça peut être aussi expérimenté par rapport à la question de la gestion des adventices. Mettre un paillis, des bâches, ou même semer des couverts végétaux sur le rang, font partie quand même des bois qui sont étudiés. En particulier d'ailleurs dans le système agroforestier que je vous ai présenté 2 diapositives avant, où on va essayer aussi de jouer sur ces couverts pour créer un microclimat encore plus favorable à la gestion de l'eau. Et donc diapositive suivante, je suis allé assez vite, mais bon, je ne sais pas si j'ai bien respecté le timing. Je ne pouvais pas aussi faire cette présentation sans parler d'un projet, parler d'arboriculture et du changement climatique sans parler du projet Climarbo, ça aurait été difficile. Un projet qu'on a mené de 2016 à 2019, avec, donc pareil, que j'ai eu la chance d'animer avec CDFL et la CEFRA, avec donc, les partenaires qui sont indiqués sur la droite de la diapo. Juste pour vous dire qu'en fait, il y a aussi un regard sur les bioagresseurs quand on parle de changement climatique, parce qu'il y a évidemment des dynamiques de maladies, de ravageurs qui peuvent évoluer avec le changement climatique. Et donc là, sur ce projet-là, on avait étudié 2 grandes maladies du verger, donc les monilioses sur fruits et noyaux et le cholédotrichum sur la noix. Et c'est un travail qu'on a fait que je trouve vraiment intéressant, d'être un peu exploratoire, mais vraiment intéressant, en tout cas sur les monilioses des fleurs, notamment d'abricotier. On s'était rapproché de l'équipe INRAE d'AgroClim à Avignon. Et on avait travaillé avec eux sur le risque, en fait, le risque climatique de développement de monilias sur fleurs. Et on avait regardé avec eux comment ce risque allait évoluer en fonction du changement climatique. Donc c'est le graphique que je vous ai mis à gauche qui est issu d'une publication qu'on avait faite dans le European Journal of Agronomy, qui montre qu'en fait, en fonction des types de variétés d'abricotiers, et puis en fonction aussi des zones géographiques que sont les différents clusters qui sont sur la diapo, les zones géographiques plus septentrionales, méridionales ou plutôt en altitude, en fait, on a des effets plus ou moins marqués du risque de développement du monilia sur les variétés. Plutôt favorable en général. Alors là, on ne voit peut-être pas forcément bien les couleurs des diapos, mais il y a du rouge et du vert. Quand c'est rouge, c'est pas bon, et quand c'est vert, c'est bon, en gros. Hein. Donc plutôt favorable dans pas mal de situations sur le risque monilia, mais parfois défavorable aussi sur certaines situations. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait l'évolution est très contrastée et que voilà, on va vers des complexifications aussi au niveau des matières végétales et des variétés qui vont être plus ou moins adaptées, plus ou moins intéressantes dans le futur avec ces nouvelles conditions climatiques. Voilà. J'ai fini, merci de votre attention. Comme je disais, ce n'est pas exhaustif. Hein. C'était l'idée de mettre l'accent ou le focus sur certains projets qu'on a mis en place et certaines dynamiques qui sont engagées pour la filière ARPO. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis après, s'il y a des questions, je répondrai avec volontiers. Peut-être qu'on peut enchaîner sur la viticulture et puis prendre les questions donc, par le chat. À moins que je peux activer tous les micros si ceux qui sont à distance souhaitent poser des questions donc après la présentation de la viticulture. C'est parti. Merci. Donc, Bertrand Châtelet, Institut français de la vigne et du vin. Donc, je suis basé en Beaujolais et travaille aussi pour la structure régionale d'expérimentation interprofessionnelle, ainsi qu'Arex Beaujolais. Donc, je vais vous parler des stratégies et des leviers d'adaptation de la filière viticole face au changement climatique. Diapo suivante. Les effets du changement climatique sur la vigne et le vin, puisque l'objectif de la filière vin, dans une grande majorité des cas en France, c'est d'aller jusqu'au produit final de vin.
c'est des changements qui sont déjà observables sur la partie physiologie de la plante, sur les équilibres physico-chimiques des vins qui se perçoivent du point de vue de la dégustation, et puis aussi des conséquences sur les rendements d'une façon globale, et puis plus particulièrement en cas d'aléa. La peau suivante. Donc, pour illustrer ce que je viens de dire, donc, on observe avec l'exemple du Beaujolais une avancée de la phénologie, alors de tous les stades, mais particulièrement du banc des vendanges, qui est la date de récolte des raisins. On a gagné 13 jours en une vingtaine d'années par rapport à la moyenne de 71 à 85. On voit quand même qu'il y a des grosses disparités d'un millésime à l'autre, et c'est une des difficultés d'adaptation de la filière, c'est pouvoir prendre en compte cette grande diversité d'une année sur l'autre, malgré une tendance à vendanger de plus en plus tôt. Une autre conséquence suivante, c'est l'évolution de la teneur en alcool des vins, puisque on a une accumulation de sucre supérieure dans les baies de raisin avec le changement climatique du fait de la température et de la sécheresse aussi qui concentre les jus dans la baie. Donc on voit une augmentation importante de 3% volume potentiellement sur les teneurs en alcool dans les vins, mais ça se couple aussi à, donc c'est la petite courbe en bleu, et ça se couple aussi à une diminution de l'acidité qui est plus dégradée quand les températures sont plus élevées. Suivant, et donc l'élément aussi important dans le cadre du changement climatique, ça a été évoqué avant sur les autres cultures pérennes, c'est l'aspect sécheresse et déficit hydrique. On voit qu'on a des millésimes de plus en plus, avec des périodes sèches de plus en plus longues, et qui imposent des contraintes qui ont des conséquences sur les rendements notamment, avec l'exemple récent de 2020. Suivant. Dans ce contexte, la filière viticole a commencé à réfléchir à sa stratégie d'adaptation il y a déjà très très longtemps. Et dans le cadre d'un métaprogramme conduit par l'INRAE qui s'appelle la CAV, il y a eu des réflexions à l'échelle nationale et en région pour identifier des scénarios. Donc, issu d'une prospective qui avait été animée aussi avec France Climaire et l'INAO. Et de tout ce travail d'une dizaine d'années, on a découlé une stratégie nationale qui compte 7 domaines, une quarantaine d'actions autour du zonage et des terroirs et de leur connaissance, et faire évoluer les conditions de production en utilisant comme levier potentiellement le matériel végétal, pouvoir agir aussi sur la transformation des raisins en vin et des pratiques justement pour s'adapter à l'évolution de la constitution des raisins. Avoir une vision un peu plus aval sur les marchés pour piloter la production et la mise en marché, investir sur la recherche et le développement pour l'innovation, et bien sûr aussi participer et contribuer à l'atténuation du changement climatique. Donc, cette feuille de route, elle fait une vingtaine de pages, elle est disponible sur le site de l'IAV, vous avez le lien en bas, mais si vous tapez ligne20.com, vous allez tomber dessus. Donc cette stratégie nationale, nous à l'Institut, on le décline en expérimentation, à la fois sur le côté terroir en améliorant les connaissances, en cartographiant les potentialités, avec un élément majeur qui est aussi la réserve en eau des sols. On a beaucoup de programmes d'action autour du matériel végétal, donc à la fois au sein des cépages emblématiques français, mais aussi à introduire des cépages du bassin méditerranéen qui n'étaient pas forcément traditionnels en France, et évaluer leur comportement. Sur l'innovation variétale et la création variétale, il y a aussi des programmes d'action, même si par rapport à la création variétale liée aux maladies cryptogamiques, au mildiou, à l'oïdium, on n'a pas les clés, les déterminismes génétiques spécifiques de l'adaptation au changement climatique. Donc là, c'est des travaux en cours sur des collections qui sont récemment implantées.
des travaux comme en Arvaux sur l'irrigation et la fertirrigation pour mieux la piloter et économiser de l'eau et pouvoir apporter cette technique dans des zones septentrionales dans lesquelles elles sont interdites encore dans certaines zones AOP. Et puis, en parallèle aussi, avoir des stratégies sèches, donc expérimenter des adaptations de la configuration de la vigne et de la parcelle, de la conduite du vignoble sans eau. Un élément important, comme ça a été dit précédemment, c'est la gestion des sols, à la fois en termes de couvert et puis en termes de gestion de sa capacité à retenir l'eau quand elle tombe du ciel pour la restituer progressivement ensuite à la plante. Dans le cadre de ce changement climatique aussi, la densité de plantation, l'orientation des rangs peut jouer un rôle à la fois par rapport à la gestion des sols, mais aussi par rapport aux rayonnements reçus par la plante. L'agroforesterie fait partie aussi des choses qui commencent à être évaluées. Et puis, bien sûr, la phase de vinification et l'adaptation de méthodes de vinification pour rééquilibrer ou compenser les déséquilibres liés au changement climatique pour aboutir à l'objectif sensoriel souhaité. Donc, c'est vaste. On participe aussi à mesurer et à contribuer à l'atténuation en faisant des mesures d'empreinte carbone, d'analyse de cycle de vie sur nos itinéraires d'élaboration. Les sols viticoles sont d'une petite surface, mais ils ont une capacité aussi à stocker du carbone, donc c'est quelque chose qui est en cours d'évaluation. Et puis, on participe aussi à des travaux d'éco-conception par rapport à l'emballage et le transport. Si on recentre sur ce qu'on fait plus particulièrement dans la région, donc on a des travaux liés à l'irrigation pour compenser les périodes de sécheresse, de diminution de haies foliaires pour essayer d'allonger le cycle végétatif de la vigne et la rendre moins précoce, pour compenser cette date de récolte qui s'avance avec le changement climatique. Pareil pour les filets anti-grêle, alors bien sûr, ils sont utilisés et évalués par rapport à l'efficacité contre la grêle et leur durabilité dans le temps, mais on évalue un co-bénéfice de ces filets par rapport à l'ombrage aussi potentiel qu'ils peuvent apporter. Et pareil, retarder un petit peu le cycle de la vigne. Il y a beaucoup d'actions autour du matériel végétal, que ce soit sur des lignées de cépages emblématiques, d'autres cépages, ou aussi de porte-greffes plus adaptés qui sont peu utilisés dans la région, mais qui peuvent être intéressants dans le cadre de nouveaux cadres de contraintes qu'on a et qu'on aura dans les années à venir. Et bien sûr, la gestion des sols. Donc, il y a une partie de ces leviers qui sont suivants, qui sont testés dans un projet financé dans le cadre de Pépite qui s'appelle On aura vite chaud. Donc, voilà, l'acronyme est assez explicite. Il a commencé en 2020 et il est encore l'année prochaine en cours d'acquisition. Donc, on va vous présenter ce projet. Donc, il est piloté par la SICAREX Beaujolais avec l'IFB, la Chambre de la Drôme, la Fédération viticole du Puy-de-Dôme en tant que partenaire. Et donc, c'est un projet financé dans le cadre de Pépite et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, suivant. Il y a plusieurs actions, donc une action autour de l'irrigation, à la fois menée en la Drôme et puis en Beaujolais, autour des modes de conduite, donc la foliaire notamment, et puis les filets, et puis le matériel végétal, donc la Savoie en Beaujolais, et puis aussi en Auvergne et dans la Drôme pour ce produit. Et donc on termine la deuxième année. Et pour vous expliquer un peu plus en détail ce projet, on a une petite vidéo à vous montrer où mon collègue Taran Limousin vous explique les leviers testés sur une parcelle expérimentale en Beaujolais. En espérant que ça fonctionne.
On observe depuis le début du XXe siècle une augmentation des températures moyennes annuelles d'environ 1,4 degrés, ce qui entraîne sur la viticulture une avancée des dates de récolte de 15 jours à 1 mois en fonction des régions, ce qui fait que la maturation a lieu dans des conditions plus chaudes et ce qui produit des vins au degré alcoolique plus élevé et à l'acidité plus faible. Dans le cadre du projet Honoravicio soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous étudions 3 leviers viticoles d'adaptation au changement climatique, l'irrigation, différents modes de conduite et le matériel végétal. Nous sommes ici à Pouilly-Monial dans le Beaujolais où nous étudions plus particulièrement 3 leviers viticoles, les filets anti-grêle, différentes hauteurs de rognage et le matériel végétal. Il a été démontré que l'augmentation de la hauteur du tronc permettait de retarder la maturité de 2 à 5 jours et la diminution de la haie foliaire permettait de retarder la maturité de 5 à 12 jours. Nous étudions ici l'effet combiné de ces 2 leviers viticoles en augmentant la hauteur du fil de soutien de 60 cm à 90 cm, ce qui permet à la fois d'augmenter la hauteur du tronc et de diminuer la hauteur foliaire en rognant à la même hauteur. En 2020, nous avons constaté une diminution de la surface foliaire d'environ 20% et nous avons constaté une augmentation de l'acidité dans le vin qui a été perçu en dégustation. On voit rien, Bertrand. Il n'y a pas d'image du tout. Non. Le matériel végétal est un levier d'adaptation majeur au changement climatique, puisqu'on observe un écart de maturité de 15 jours entre différents clones d'un même cépage et jusqu'à plus d'1 mois entre différents cépages. Nous étudions ici 6 clones différents de gamay ainsi que 9 cépages rouges différents. Nous avons observé pour une même date de récolte une différence de 3 degrés potentiels entre le clone de gamay le plus précoce et le plus tardif. Et nous avons observé un décalage de la date de récolte entre le 26 août et le 16 septembre, entre le cépage le plus précoce qui était la Granita et le cépage le plus tardif qui était le Marcel. Il a été montré que des filets d'ombrage permettaient de diminuer le rayonnement perçu par la vigne et ainsi d'atténuer la transpiration et donc de retarder la maturité et de diminuer le stress hydrique. Nous étudions ici l'intérêt de filets anti-grêle pour effectuer un effet d'ombrage sur la vigne et nous avons observé en 2020 une diminution de la contrainte hydrique subie par la vigne sous filet par rapport à un rang témoin sans filet. Alors, désolé, visiblement, personne n'a entendu, mais personne n'a vu la vidéo, et je ne sais pas. Sauf à la fin, je pense qu'il y avait le cadre. La Est-ce dernière diapo, les logos étaient montrés. Oui, les diapos passent, mais la vidéo n'est pas passée en... Ouais, c'est l'affichage, en fait. Ouais. Je ne sais pas. De toute façon, si vous n'avez pas vu la vidéo, mais elle est disponible sur Internet, sur YouTube. Voilà, on pourra vous mettre le lien de toute façon, mais elle est facilement accessible avec le moteur de recherche. Ok. Voilà, mais en tout cas, vous avez... C'est mieux d'avoir l'image. Ouais, déjà, vous avez le son, si vous l'avez. Mais je pourrais répondre aux questions s'il y en a aussi. Du coup, on peut rester. Non, oui, peut-être que l'on peut prendre. On a un temps de questions-réponses. On a un petit temps de questions. Ouais. Donc, soit par le chat, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le chat, ou sinon on peut éventuellement réactiver les micros. Vous avez 5 bonnes minutes de questions là. Donc, voilà, donc participants à distance, si vous pouvez activer votre micro normalement et vous posez des questions vers le chat. Et sinon, moi j'avais une question, du coup, en attendant. En Arco, on a beaucoup de sollicitations sur l'agrivoltaïsme, vraiment beaucoup. Est-ce qu'en viticulture, vous êtes autant sollicité ou pas? Localement, non, pas trop. Après, il y a des dispositifs expérimentaux qui sont déjà en place à la Chambre du Vaucluse, un peu plus au sud, et puis dans les PO aussi. Peut-être une différence par rapport à l'agriculture, c'est l'impact paysager au niveau viticole. C'est un
s'intègre peut-être plus facilement dans certains vergers mais c'est pas dit non plus. Et jusqu'à présent, une grosse partie du vignoble est en appellation d'origine, mais c'est pas de toute façon, ça serait vraiment dans un premier temps à titre expérimental. On attend déjà, nous, les premiers résultats de ces dispositifs dans le sud, pour pouvoir éventuellement s'inspirer et conduire l'expérimentation un peu plus au nord. D'accord. Alors, on a une question de Claude-Éric Pardon, qui peut à l'oral. Oui, bonjour. Je voulais savoir, c'était concernant justement les installations de panneaux photovoltaïques. Je voulais savoir s'il y avait des analyses de cycle de vie qui étaient réalisées, parce que je me pose la question de l'intérêt de ces panneaux par rapport aux aspects hydriques sur une culture, je comprends bien, résistance aux coups de soleil également. Mais par contre, les panneaux photovoltaïques, c'est quand même à produire, c'est quand même beaucoup de matériaux, soit qui sont coûteux en termes de CO2, parce que c'est du métal ou de l'acier, et ça coûte beaucoup en termes d'émissions de CO2, soit des matériaux dans les panneaux qui sont issus de terres rares ou de choses qui ne sont pas faciles à extraire. Du coup, est-ce que sur ces panneaux, est-ce qu'il y a une approche un peu globale pour finalement voir où on va et finalement éviter de faire pire que mieux, que bien? Je peux donner une partie de la réponse. Sophie Stévelin, donc à la Chambre régionale, j'ai participé à une conférence de l'INES. Et effectivement, sur les sites où on fait de l'expérimentation, ce n'est pas à notre niveau qu'on va analyser ça, on n'a pas les moyens de l'analyser. Par contre, il y a des choses qui se font, oui, au niveau national, et notamment sur l'aspect recyclage, où ils arrivent à des taux de recyclage de mémoire. Bon, il n'y a pas encore beaucoup d'installations qui sont détruites, mais il commence à y en avoir. Plus de 94%. Voilà, c'est le chiffre que j'ai en tête. Donc, en fait, il resterait très, très peu de matériaux non recyclables. Mais après, c'est vrai que nous, on n'est pas, l'INRAE certainement, l'ADEME, etc. Nous, en tant que site d'expérimentation, on n'a pas les moyens de faire cette analyse cycle de vie. Mais oui, il y a une préoccupation là-dessus. Non, j'ai rien à ajouter à part dire que ce que j'allais dire moi, c'est que je pense que c'était une des préoccupations au niveau INRAE qui suit méthodologiquement tous ces dispositifs. Donc, je pense qu'ils se sont posé la question. Après, je sais qu'au niveau du CTFL, on est en mesure de faire des ACD, mais pour l'instant, il ne me semble pas qu'on ait engagé quelque chose sur les dispositifs parce que c'est quand même. Il faut se rendre compte aussi que c'est vraiment tout récent, quoi. C'est des dynamiques qui sont en place depuis très, très peu. Donc, il y a tout un travail méthodologique encore à faire, mais en tout cas, je pense qu'au niveau INRAE, oui, ils se posent la question et à mon avis, ils vont engager des choses sur la CD. Et l'ADEME aussi. Et l'ADEME aussi. Oui, voilà, quand ces dispositifs sont en place, on pourra les évaluer. Après, il ne faut pas oublier que les panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité, en plus de l'ombrage, des bénéfices agronomiques. Donc ça, c'est une électricité qui revient dans le circuit, donc qui diminue l'empreinte environnementale de la production des panneaux photovoltaïques. C'est un point important. Voilà. Est-ce que d'autres questions? J'ai une question par rapport au programme végétaux. Sur tout ce qui est porte-greffe, ça fait là il y a 2 ans, mais du coup, est-ce que, voilà, par rapport à la résistance du matériel végétal à la sécheresse, est-ce qu'il y a déjà des premiers résultats sur les porte-greffes en Viti? Ils ont été plantés en 2021. D'accord. Donc, sur la reprise et la différence entre porte-greffes dès 2022, sur l'année et puis 2022, on aura des choses.
ce sera le tout début. L'intérêt du projet végétaux aussi, c'est un intérêt méthodologique avec une mesure spectrométrique de pouvoir évaluer cette contrainte hydrique à la fois sur la ligne et les dispositifs expérimentaux des porte-greffes, mais sur les autres cultures également. Donc, il y aura des résultats méthodologiques qu'on pourra appliquer au cours du suivi, mais le pas de temps, effectivement, ça a été dit, pour évaluer les porte-greffes, c'est de l'ordre d'un 20 ans, sachant qu'à l'échelle nationale, il y a 2 niveaux de l'expérimentation lancée sur la comparaison de porte-greffes qu'on a dans le catalogue, mais qui viennent aussi d'autres pays. Et puis des projets de relancer de la création variétale de porte-greffes adaptés au changement climatique. Et sachant que dans nos zones, il y a déjà du travail à faire, l'évaluation de porte-greffes méditerranéens qui sont dans le sud. Il faut 15 ans pour évaluer le... Oui, parce qu'il y a l'implantation, il y a le comportement, l'enracinement se fait progressivement dans le sol. Donc, on ne peut pas tout déduire, même si en comparaison, on peut déjà avoir des éléments assez tôt au bout de quelques années, mais on ne peut pas tout déduire au bout de quelques années. Après, on développe plein d'outils qui nous permettent de modéliser, de savoir ce qui va se passer, donc, avec des cultures sous serre et puis en milieu modèle, on va dire. Donc ça va accélérer un petit peu les choses, mais il faudra toujours vérifier sur le terrain, surtout avec le couple greffon, la partie cépage, la compatibilité et comment ça se passe, parce que ça c'est vraiment spécifique. Je suppose que c'est pareil pour l'arboriculture. C'est même pas de temps, c'est Voilà, si d'autres participants ont d'autres questions à distance, n'hésitez pas. Peut-être pour revisionner la vidéo, je vais peut-être faire le partage d'écran sur la vidéo. Alors, je peux tenter, il faut arrêter le partage d'écran. Arrêter le partage d'écran. Voilà, tu relances un partage d'écran. En bas, sur le bouton vert qui est tout en bas, écran partagé. Le bouton vert, il faut que tu remontes dans le truc là. Voilà, le bouton vert. Et là, tu cliques sur la vidéo. Non, là, tu es toujours sur le diaporama. Ah oui, alors. C'est le petit. Regarde, non, c'est celle à droite encore. Voilà, celle-là. Tu partages et tu lances la vidéo. Tu peux, voilà. Je pense qu'elle devrait être visible. Juste un tout le monde voit. On observe depuis le début du XXe siècle une augmentation des températures moyennes annuelles d'environ 1,4 degrés, ce qui entraîne sur la viticulture une avancée des dates de récolte de 15 jours à 1 mois en fonction des régions, ce qui fait que la maturation a lieu dans des conditions plus chaudes et ce qui produit des vins au degré alcoolique plus élevé et à l'acidité plus faible. Dans le cadre du projet Honora Vicio soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous étudions 3 leviers viticoles d'adaptation au changement climatique, l'irrigation, différents modes de conduite et le matériel végétal. Nous sommes ici à Pouilly-Monial dans le Beaujolais où nous étudions plus particulièrement 3 leviers viticoles, les filets anti-grêle, différentes hauteurs de rognage et le matériel végétal. Il a été démontré que l'augmentation de la hauteur du tronc permettait de retarder la maturité de 2 à 5 jours et la diminution de la haie foliaire permettait de retarder la maturité de 5 à 12 jours. Nous étudions ici l'effet combiné de ces 2 leviers viticoles en augmentant la hauteur du fil de soutien de 60 cm à 90 cm, ce qui permet à la fois d'augmenter la hauteur du tronc et de diminuer la hauteur foliaire en rognant à la même hauteur. En 2020, nous avons constaté une diminution de la surface foliaire d'environ 20% et nous avons constaté une augmentation de l'acidité dans le vin qui a été perçue en dégustation. Le matériel
L'intérêt végétal est un levier d'adaptation majeur au changement climatique, puisqu'on observe un écart de maturité de 15 jours entre différents clones d'un même cépage et jusqu'à plus d'un mois entre différents cépages. Nous étudions ici 6 clones différents de gamay ainsi que 9 cépages rouges différents. Nous avons observé pour une même date de récolte une différence de 3 degrés potentiels entre le clone de gamay le plus précoce et le plus tardif. Et nous avons observé un décalage de la date de récolte entre le 26 août et le 16 septembre, entre le cépage le plus précoce qui était la granita et le cépage le plus tardif qui était le morcelin. Il a été montré que des filets d'ombrage permettaient de diminuer le rayonnement perçu par la vigne et ainsi d'atténuer la transpiration et donc de retarder la maturité et de diminuer le stress hydrique. Nous étudions ici l'intérêt de filets anti-grêle pour effectuer un effet d'ombrage sur la vigne et nous avons observé en 2020 une diminution de la contrainte hydrique subie par la vigne sous filet par rapport à un rang témoin sans filet.